Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la conférence inaugurale. Et comme je vous l'ai annoncé, je vais vous présenter en quelques mots notre distingué invité, le professeur Yves Daudet. Le professeur Yves Daudet est professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été professeur à l'université, dans sa carrière, il a été professeur à l'université de Bordeaux, en résidence en Martinique. Il a été professeur à Aix, Marseille 3 et dans plusieurs universités étrangères en détachement au titre de la coopération française. Il a officié au Maroc, en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice. Avant cela, il avait commencé son parcours comme étudiant, naturellement, étudiant en droit à la faculté de droit de Paris, où il a fait un parcours brillant. Il a soutenu une thèse dont je me plais à noter qu'elle a été primée du prestigieux prix Georges Sell. Il n'y a pas de hasard. Georges Sell a été un secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye et, comme je vais l'indiquer dans un instant, ceci a peut-être prédestiné à l'avenir de notre illustre invité. Il a exercé de nombreuses fonctions administratives, dont premier vice-président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de sorte qu'il a des compétences non seulement de juriste, mais aussi de directeur, d'administrateur, de président. Son action comme son enseignement ont toujours été tournés vers l'international. Il a effectué de nombreuses missions dans des dizaines d'États, il a initié de nombreuses actions de coopération et s'est toujours attaché aux échanges universitaires et aux rencontres entre étudiants et professeurs de divers horizons. Son parcours l'a conduit à être distingué de manière tout à fait spécifique en étant élu secrétaire général de l'Académie de droit international en 2004, n'est-ce pas ? Secrétaire général de l'Académie en 2004. Il y a officié pendant 12 années, il y a excellé pendant 12 années bien remplies, tellement bien remplies qu'à l'issue de son mandat, il a été élu tout naturellement président du curatorium de l'Académie, et ce, depuis 2017. Le président Daudet a également été choisi par de nombreux États pour siéger à la Cour internationale de justice comme juge ad hoc. Alors peut-être aurait-il pu être juge à la Cour internationale de justice, élu par les États au sein de l'Assemblée générale, mais il y avait déjà un juge français. Et donc on a dit, ben non, il faut qu'il soit quand même là, et il a été, et il est encore juge ad hoc dans de nombreuses affaires. Il est actuellement juge ad hoc dans 3 affaires pendantes au rôle de la Cour. C'est donc un insigne honneur pour nous, à l'Académie, aujourd'hui, pour moi, de vous accueillir à ce podium, Monsieur le Président du Curatorium, Excellence, Monsieur le juge ad hoc, Monsieur le professeur et très cher ami, pour cette conférence inaugurale sur la solidarité en droit international. Merci beaucoup, cher Jean-Marc, pour cette présentation trop flatteuse comme toujours, mais j'y vois le signe d'une réelle et profonde amitié, je crois, qui s'est développée entre nous. Nous ne nous connaissions pas tellement, je le connaissais de réputation, bien sûr, et au moment où j'avais suggéré au curatorium son nom pour me succéder. Donc je le connaissais de réputation scientifique qui était excellente, et ça le justifiait. Et puis nous avons appris à mieux nous connaître, et c'est donc un vrai ami que j'ai trouvé ici, et ce qu'il a dit, la façon dont il l'a dit, reflétait certainement ce sentiment. Monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues, mes chers amis, vous êtes nombreux à me faire l'honneur d'assister à cette conférence d'ouverture, et vous, chères auditrices et chers auditeurs, c'est pour moi un très très grand plaisir de vous parler. Vous comprendrez d'ailleurs mieux pourquoi à la fin de mon propos. Pour l'instant, je dois avant toute chose expliquer mon choix de vous parler de la solidarité en droit international, alors que ce sujet a été très souvent traité et surtout fort bien traité. Je ne suis pas en train de regarder mes mails, je suis en train d'essayer
de mettre en place l'horloge pour que je ne dépasse pas mon temps. Mais j'y arrive pas, alors je regarde la pendule. Donc il a été souvent traité, et fort bien, récemment, avec le remarquable cours général du professeur Rüdiger Wolfram. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été excellemment dit par d'autres, et je vais adopter une optique un petit peu différente en partant de la constatation très actuelle que le monde change en profondeur et avec fulgurance, et que le droit international en est fortement secoué. Un mot d'abord sur ce que l'on entend généralement par solidarité en droit international et sur la manière dont je vais vous en parler. Dans un but de clarification, j'écarte les rapprochements avec le droit interne qui utilise le terme de solidarité sur certains éléments, notamment en matière de responsabilité contractuelle. Il s'agit de mécanismes de responsabilité solidaire tels que celui que connaît le Code civil français ou de la formule anglaise de Joint and Several Responsibility. James Crawford, en sa qualité de rapporteur de la Commission du droit international sur la responsabilité, mettait d'ailleurs en garde contre ce type de rapprochement et considérait, je cite, qu'il fallait être prudent dans l'utilisation de termes tels que commun, conjoint et solidaire, solidaire, tous ces termes tirés des systèmes juridiques nationaux. Fin de citation. Au bénéfice de cette remarque, on peut relever ce régime dans des conventions tout de même bien connues, telles que la Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux, ou encore l'article 139, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant les principes régissant la zone en matière de responsabilité en cas de dommages. Mais ces exemples très particuliers, très spécifiques, concernent des activités qui s'exercent dans des espaces soustraits à la souveraineté territoriale, et cela n'apporte pas grand-chose, à vrai dire, au développement de la notion de solidarité. Il relève surtout d'une technique juridique précise et de moyens de droit de la responsabilité pour régler des questions pratiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la solidarité et sa connotation morale, finalement, telle que nous l'entendons ici et aujourd'hui. Alors, tel que nous l'entendons ici, le terme est bien connu en doctrine. Il a en revanche peu de place dans les textes, et je doute donc a priori que ce soit un terme juridique. La Charte des Nations Unies ne l'emploie pas plus que ne le faisait d'ailleurs le Pacte de la Société des Nations. Le terme figure en revanche dans la Charte de l'Organisation des États américains, à l'article 3 petit d, qui mentionne la solidarité des États américains, ou dans le traité de Rio d'assistance mutuelle de 1947, qui fait référence au principe de solidarité continentale à l'article 3, paragraphe 2. Mais on ne le trouve pas non plus indiqué dans le traité d'Alliance Atlantique adopté à Washington en 1949. L'OTAN ne parle pas de solidarité, le mot n'est pas employé. Quant à la Cour internationale de justice, sauf erreur de ma part, elle n'a jamais employé ce terme dans un sens juridique précis. Elle s'y est référée pour rendre compte de positions exprimées par les États, et comme elle le fait souvent, elle cite les arguments des États, et là on a pu trouver ici ou là cette expression employée par les États, en citant donc leurs propres termes, et puis elle emploie ce terme dans l'affaire Nottebohm en 1955, mais je dirais au sens ordinaire ou sociologique, comme on voudra, pour expliciter simplement le concept de nationalité, en disant c'est la solidarité effective d'existence. Mais vous voyez bien que dans ce cas-là, ça n'est pas employé avec une connotation juridique précise. Au total, à la solidarité, on préfère généralement des expressions voisines, mais qui ne sont pas identiques, de collaboration, coopération et relations amicales, but commun,
coexistence, bref, des mots comportant le préfixe co du latin cum. Hein, ce sont ces mots-là plutôt que l'on va précéder et utiliser, et d'où l'idée de communauté, d'union, d'intérêt commun, terme engendré par le multilatéralisme et des règles applicables par tous et pour tous. C'est l'enrichissement de la juridicité du droit international par les obligations erga omnes, les normes impératives de jus cogens, qui sont de nature à renforcer le lien social et à créer le sens international, pour reprendre des expressions de Georges Sell, dont on a prononcé le mot tout à l'heure. Vous voyez que j'ai de la reconnaissance. La solidarité est donc une notion attractive, j'oserais dire même sympathique. C'est sympathique, la solidarité. Ça évoque la paix et une idée de bien-être assortie d'une sécurité rassurante. Et donc je me suis demandé si, dans la situation internationale fortement troublée et instable que nous vivons actuellement, la solidarité pouvait cependant tenir une place, si je pouvais même prendre la liberté de vous en parler. Et de quelle nature et avec quel effet, et si donc elle pouvait être raisonnablement invoquée dans le contexte d'interrogations qui sont même des interrogations existentielles sur le droit international, nées des violations dont il est frappé, ainsi que des contestations dont il est l'objet. Je ne puis donc pas me dispenser de commencer par dresser un rapide état des lieux, car je ne dis pas aujourd'hui la même chose que ce que j'aurais pu vous dire il y a 2 ans. Et il y a donc un facteur nouveau que j'éprouve le besoin de mettre en avant de continuer sur ce concept. Et j'examinerai ensuite la critique actuelle de la règle internationale par rapport à la notion de solidarité avant de dire si et jusqu'à quel point celle-ci peut être mise en œuvre. Alors l'état des lieux d'abord. Le droit international est actuellement en crise, cela est dit et répété à l'envi par tout le monde. Bon, je pense qu'il ne faut quand même pas sombrer dans les arcanes du pessimisme, surtout pas devant vous, qui aurez la tâche de remettre en place un monde meilleur que celui que nous vous laissons. Donc il ne faut pas commencer par vous désespérer, il ne faut pas être pessimiste devant vous. Et surtout pas non plus maintenant, où certes les vents sont très mauvais, mais c'est justement le moment où il faut tenir fermement la barre et bien utiliser la voilure du navire. Alors, un mot tout de même assez superficiel, faute de temps, et certainement banal, donc, sur ce que sont ces vents mauvais, pour se demander si ces rapports durs et violents ne sont pas le contraire même du principe de solidarité. Alors assurément, l'agression de la Russie contre l'Ukraine est un événement d'une particulière gravité, aux conséquences graves, inquiétantes. L'agression, dont je rappelle qu'elle est un crime, a été considérée comme telle par l'Assemblée générale des Nations unies dans la première résolution qu'elle a adoptée le 2 mars 2022 à la très forte majorité de 141 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. La Cour internationale de justice, pour sa part, a décidé que la Russie devait immédiatement suspendre les opérations militaires par son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 mars 2022. Celle-ci n'a pas été respectée par la Russie et un contentieux est actuellement pendant devant la Cour. Étant juge ad hoc désigné par l'Ukraine, je ne puis vous en dire davantage. Mais accompli par un État aussi important que la Russie et donnant lieu à un conflit particulièrement destructeur en hommes, en civils et en biens, cette agression armée et acharnée constitue
une formidable caisse de résonance. Et c'est ça qui est grave. Et elle ne peut qu'inspirer la Commission par imitation d'actes semblables ailleurs et par d'autres États. Si la Russie l'a fait, pourquoi pas nous? C'est un pays aussi important, aussi immense que la Russie, pourquoi pas nous? Et ça a été le cas, précisément. Et en même temps, avec l'opération militaire éclair de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, jetant sur les routes plus de 100 000 personnes fuyant leurs habitations. Là aussi, plusieurs ordonnances en indication de mesures conservatoires ont été rendues par la Cour, et parallèlement à une négociation difficile entre les deux États, qui se déroule actuellement vaille que vaille, un contentieux actuellement pendant les oppose devant la Cour. Je n'en parlerai pas non plus pour la même raison que précédemment ayant été nommé par l'Arménie. Entre le Venezuela et le Guyana, des mesures conservatoires ont été rendues le 1er décembre 2023 à la demande de ce dernier, par lesquelles la Cour interdit au Venezuela, je cite, d'entreprendre toute action qui modifierait la situation prévalant dans le territoire en litige. Fermez les guillemets. Le contentieux actuellement pendant devant la Cour se poursuit au sujet d'un différend territorial qui porte sur environ un tiers du territoire du Guyana, revendiqué par le Venezuela. Postérieurement à l'ordonnance du 1er décembre, un engagement de comportement dans le respect des relations pacifiques et du droit international a été heureusement conclu entre les deux États après que le Venezuela a abandonné une menace expresse de recours à la force en vue d'une conquête territoriale, si elle s'était produite, ou si elle se produisait un jour au cas où les négociations finalement échoueraient, ne serait pas sans rappeler, mutatis mutandis, l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Enfin, bien entendu, je pense à la guerre qui se poursuit à Gaza, dont il est inutile de rappeler ici les éléments tragiques qui s'aggravent, accompagnés de violations du droit international de tous côtés, pour en faire une guerre d'un autre temps. Je note la saisine de la Cour le 29 décembre 2023 par la requête de l'Afrique du Sud sur le fondement de la Convention sur le génocide, avec une demande en indication de mesures conservatoires en vue de faire cesser les opérations militaires d'Israël, qui sera plaidée, comme cela a été rappelé, jeudi et vendredi qui viennent. Je n'exprimerai pas mon opinion, bien que j'en ai une, sur le fondement de cette requête, non pas que je sois juge ad hoc dans cette affaire-là, mais je ne veux pas me prononcer tant qu'à ce stade. Donc, vous voyez, je me limite aux conflits existants qui sont tous constitutifs de très graves atteintes aux règles de droit international et du droit humanitaire, sans en faire une ligne exhaustive. Il faudrait aussi parler du Soudan, du Yémen, des Houthis, sans même évoquer les menaces réelles ou fantasmées concernant d'autres États, de l'ancienne Union soviétique, l'île de Taïwan, Hong Kong, la mer de Chine, les menaces de la Corée du Nord, enfin bref, où que l'on tourne les yeux et dans le même espace temporel, dans la même unité de temps, comme on disait dans les tragédies classiques. Et sans le recul du temps, il est toujours difficile d'apprécier les situations. Mais celle qui prévoit actuellement me paraît être très grave car elle remet en cause les principes les plus fondamentaux que l'on croyait acquis. Et surtout, elle s'accompagne de la paralysie de l'institution qui en était garante. L'ONU, au sein de laquelle le seul organe qui fonctionne réellement est la Cour internationale de justice. Elle est du même coup invitée par les États en cause à la saisir de questions non résolues par le Conseil de sécurité, bloquées par le veto, et qui, s'il parvient miraculeusement à se prononcer, n'adopte que des résolutions trop largement insuffisantes, sans quoi elle ne serait pas passée. Alors, on connaissait depuis bien longtemps les méfaits du veto. On peut remplir des bibliothèques entières de rapports et d'études sur la réforme du Conseil de sécurité, mais le déclenchement de la guerre en Ukraine, au mépris des règles fondamentales du droit international, a produit un effet de loupe sur la paralysie du Conseil de sécurité.
Et cet effet de loupe, il a joué sur l'ensemble du système onusien qui semble frappé d'impuissance. Or, ce serait au Conseil de sécurité de tenter d'obtenir de la Russie qu'elle suspende l'opération militaire en Ukraine. Ce serait au Conseil de sécurité d'obtenir d'Israël qu'il mette fin à une répression qui frappe de souffrances inacceptables des populations civiles en nombre considérable. Et il n'est nullement incongru que la Cour soit également appelée à se prononcer, bien que dans certains cas, on puisse se demander si elle n'est pas instrumentalisée par les États, compte tenu de cette situation. Mais il est un fait que le Conseil de sécurité n'exerce pas sa responsabilité première en la circonstance. Or, ceci me semble d'une extrême gravité, car c'est le signe que le système de 1945 est devenu obsolète. Il a été établi en 1945 entre 51 États, qui étaient d'ailleurs les États vainqueurs. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies, c'était une organisation de vainqueurs. Alors, elle a ensuite fait oublier tout cela, et puis les admissions, et elle est devenue ce que nous savons. Mais au départ, c'est une organisation d'États vainqueurs, donc dans un contexte tout à fait particulier. Et évidemment, l'eau a coulé sous les ponts, les choses ont changé, et il faut donc maintenant certainement repenser un système ainsi remis en cause. Cette remise en cause profonde, car elle est une contestation des valeurs mêmes qui fondent le système, par des textes qui ont été inspirés par la philosophie qu'on appelle la philosophie des Lumières, développée par les philosophes, principalement, mais pas exclusivement français, et par les pères fondateurs du régime des États-Unis. Il est notable que cette période de domination occidentale fut d'ailleurs, au passage, je vous le fais observer, relativement courte, de quelques siècles seulement. Et elle s'est accompagnée à ce moment-là de l'effacement de grandes civilisations de très longue durée, chinoises, persanes, arabes, ou de grands empires, Incas, du Ghana, du Mali, pour n'en citer que quelques-uns, et en oubliant beaucoup. Cette remise en cause s'accompagne d'une perte d'influence de l'Occident, d'une remontée de celle du monde asiatique et de nouveaux regroupements tels que les BRICS, élargis depuis le 1er janvier de cette année, donc ces jours-ci, à l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ne sont pas des petits États, qui sont des États qui pèsent lourd politiquement et économiquement. Pour autant, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que tout cela signifie le déclin de l'Occident. Alors, vous me direz, c'est normal que vous êtes occidental. Oui, je suis occidental, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit le déclin de l'Occident. Je crois que l'Occident reste solide. Et donc, je crois plutôt que le but approprié serait, si j'ose dire, de partager le gâteau d'une manière plus équitable, afin que l'intégrité de ce gâteau en soit préservée. Et qu'ensuite, mieux vaudrait pour la communauté internationale dans son ensemble marcher de concert vers ce but commun de manière solidaire. J'y reviendrai dans quelques instants, mais je veux dire ici que cette démarche, si difficile soit-elle à concevoir aujourd'hui, vous pouvez penser que je suis en train de rêver debout, là. Ça va fumer, mais qu'il n'en sortira rien. Je crois que si cette démarche est difficile à concevoir, elle reste la seule possible. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la seule possible pour assurer notre survie si nous voulons surmonter du mieux possible des défis dont je rappelle qu'ils sont des défis globaux de ce siècle, à savoir le changement climatique, les enjeux environnementaux, le risque sanitaire, les mouvements migratoires. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais je vous rappelle que les mouvements migratoires, nous n'en connaissons que le début. Nous allons voir ce qui va se passer dans les années qui viennent, et à mon avis, nous avons encore peu vu. Selon donc une démarche de mondialisation totalement revisitée, et la claire conscience que ces défis globaux se moquent des frontières. Malheureusement, la contestation des règles n'aide pas
à ce mouvement que j'estime nécessaire. En quoi consiste la contestation des règles? Alors, quelques mots brefs, là aussi, sur ce phénomène de contestation du droit international existant. À certains égards, le phénomène n'est pas sans précédent. Il y a une soixantaine d'années, il y a une première contestation d'ensemble des règles du droit international en vigueur qui avait été lancée dans les pays en développement qui venaient d'accéder à l'indépendance, c'était les années 60 du siècle dernier, revendiquant une meilleure adaptation des règles à leurs besoins spécifiques. Et ce mouvement s'est exprimé dans ce qu'on a appelé les 4 décennies pour le développement adopté par l'Assemblée générale entre 1960 et 1990. Et les juristes du groupe des 77, au premier rang desquels un homme comme Mohamed Bedjaoui, qui deviendra président de la Cour quelques années plus tard, et une partie de la doctrine des pays occidentaux avaient soutenu cette revendication à laquelle j'ai moi-même profondément adhéré, parce que nous la pensions, nous pensions qu'elle pouvait revêtir des allures de relecture des normes du droit international à travers un prisme qui était le prisme du développement. C'est-à-dire qu'on reprenait les règles, mais on les regardait à travers le prisme du développement, et cela permettait de préconiser des principes tels que, qui ont reçu une certaine application, le principe de dualité des normes ou de l'inégalité compensatrice, qui d'ailleurs, il faut bien le dire, n'inventait pas la Lune, puisque ceci figure déjà dans l'éthique de Nicomaque d'Aristote. Donc c'est un principe qui avait ses titres de noblesse. Et donc, au fond, il s'agissait de tenter, au moyen de régimes différenciés, d'appliquer des règles qui seraient communes dans un ensemble appelé le droit international du développement. Et on peut voir dans la critique du droit international classique un effort de recherche commune, une politique de protection, de rassemblement et, en définitive, de solidarité. Et ces valeurs sont encore plus nettes avec le droit international social qui va se développer plutôt à partir de l'action de l'Organisation internationale du travail, qui complète l'approche interétatique du droit du développement par une prise en compte plus directe des individus. Le droit international social me semble avoir été très fortement marqué de préoccupations morales, au premier rang desquelles on va trouver la solidarité, à l'image de la solidarité sociale, du droit social interne, qui comporte la protection particulière des catégories faibles, la partie faible dans les contrats, ou défavorisées, comme assise de la relation entre les catégories sociales et les générations. Et donc, dans ces mouvements et revendications plutôt tournés vers la solidarité, et que j'appellerais les mouvements de la première génération, je vois une différence marquée par rapport aux positions défendues aujourd'hui par les TWAIL ou d'autres écoles critiques du droit international positif, considérées comme européocentrées, colonialistes, masculins et blancs. Je rappelle que la position officielle de la Russie, d'ailleurs, c'est qu'elle n'a rien à voir avec l'Europe. Ça m'a toujours paru un peu bizarre parce que quand je suis allé à Saint-Pétersbourg, j'ai visité le musée de l'Ermitage, je n'avais pas l'impression d'être très loin de mes bases, mais enfin, bon. Alors, qu'on adhère ou non à ces mouvements, il faut savoir les entendre et les prendre au sérieux. Cela d'autant plus qu'il me semble moins soucieux de l'existence d'une communauté internationale et moins animé de préoccupations morales comme ceux de la première génération, et davantage inspiré par une revendication puissante, à la limite violente, en vue de l'établissement de paradigmes nouveaux, incluant un volet de réparation à charge des anciennes puissances coloniales pour les dommages causés par la colonisation. Certains cas sont d'ailleurs emblématiques. Il y en a un qui est emblématique, c'est celui d'Haïti, où là, il y a eu, vous le savez, une dette d'indépendance infligée à l'État qui accédait à l'indépendance. L'ordre international, alors, selon ces positions, serait alors plus juste, car débarrassé des oripeaux du droit international classique et de ses règles fortement biaisées, hypocrites, disent même certains. La critique est donc totale.
Elle n'est évidemment pas universellement partagée et d'autres suggèrent de rechercher des formules moins radicales. Quoi qu'il en soit, et pour en terminer avec les études critiques du droit international dont je n'ai pu dire que quelques mots très incomplets, je m'interroge quand même sur le point de savoir si se demander « is international law international » n'est pas une question au-delà du raisonnable. Au risque de vous apparaître d'un conservatisme abominable et atteint de sclérose intellectuelle, je pense qu'il est aujourd'hui urgent d'essayer, non pas d'antagoniser des groupes, mais de servir la communauté internationale dans son ensemble, qui est la perspective dans laquelle je me situe maintenant. Alors, quel est l'effort que l'on doit faire pour mettre en œuvre cette solidarité? Je disais en commençant que je trouvais que la solidarité était un terme sympathique. Alors, c'est vrai qu'il a un côté peace and love, un collier de fleurs, qui n'est vraiment pas la situation qui prévaut aujourd'hui. Et par ailleurs, j'ai conscience que le terme se prête dangereusement à la confusion. Oh là là, mais j'ai pas du tout fini. C'est une erreur, là. Oui, d'accord, ok. Bon, je me disais, je me suis emporté, mais non, bon, parfait. Il me faut encore un bon quart d'heure. Donc, c'est vraiment pas cette situation peace and love n'est certainement pas celle qui prévaut aujourd'hui, et ça se prête également dangereusement à une confusion dont il faut toujours se méfier entre la lex lata et la lex ferenda. Et il en va de la solidarité comme de toutes les règles morales. On aimerait avoir pénétré le droit international en participant ainsi au mouvement d'humanisation de celui-ci. Alors, assurément, il y a une proximité qui pourrait se développer entre la solidarité et les droits de l'homme. Et on pourrait imaginer que la solidarité prenne le train de l'humanisation du droit international, qui est une tendance forte depuis quelques années. Vous remarquerez que la Cour internationale de justice est saisie, bon, souvent pour des questions de base de compétences, mais enfin, elle est saisie de conventions portant sur les droits de l'homme. De nombreux juges, pour ne parler que de ceux qui ne sont plus maintenant à la Cour, mais Dame Rosalind Higgins, monsieur le juge Shima, le juge Cansado Trindade, bien sûr, et d'autres encore, ont apporté une dynamique des droits de l'homme. Alors, l'idée n'est pas neuve, mais elle a tout de même largement dépassé le champ doctrinal. Elle n'a pas pour autant franchi le cap qui permettrait de voir dans la solidarité un principe de droit international. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un principe de droit international. En un mot, j'ai un peu de mal à suivre la professeure Karel Wellens, qui, dans des travaux de grand intérêt par ailleurs, évoque une sorte de progression en 3 temps, allant du droit de la coexistence au droit de la coopération pour aboutir au droit de la solidarité. Coexistence, coopération, solidarité, c'est intellectuellement séduisant, mais l'idée est manifestement excessive. De mon point de vue, la solidarité rencontre des obstacles pour être reconnue comme un principe de droit international, caractérisant la discipline elle-même. En revanche, elle est susceptible d'être, en tant que principe moral nécessaire, une source d'inspiration pour le droit international. Les obstacles, j'en vois 2, difficilement surmontables. Le premier tient à l'absence de véritable communauté internationale, et le deuxième, qui d'ailleurs est lié au premier, au verrou du principe de souveraineté. L'absence de communauté internationale est un élément qui a été à très juste relevé par M. Tladi, récemment élu membre de la Cour. Celui-ci, après avoir noté que l'incapacité du droit international à relever les défis actuels tels que la pauvreté et l'inégalité est due au défaut d'intégration et de la solidarité dans l'ordre juridique international, ce dernier s'interroge sur le point de savoir si la communauté internationale existe vraiment, alors qu'elle est un élément nécessaire à cette intégration. Et
il considère aussi d'ailleurs que ce mouvement ne se fera pas naturellement, que c'est un mouvement qui suppose une démarche volontaire. Et je crois qu'il a raison de ce point de vue-là. Alors certes, la Cour emploie les expressions de communauté internationale dans son ensemble, et elles font partie du vocabulaire diplomatique courant, sans qu'il soit très clair de déterminer l'existence ou l'importance d'une différence entre les deux expressions. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette question souvent débattue et que vous connaissez. Je pense pouvoir dire tout de même que la locution adverbiale dans son ensemble, elle se rapporte souvent à des situations de grande importance, mettant en jeu des obligations erga omnes, par exemple dans l'arrêt Barcelona Traction, ou se rattachant à des normes de jus cogens, par exemple l'article 53 de la Convention de Vienne, avec lesquelles elle se trouve en harmonie et dans lesquelles c'est la volonté commune de l'ensemble qui s'exprime. Les mêmes formules de communauté internationale dans son ensemble sont relatives à des domaines particuliers dans lesquels tous sont effectivement concernés, espace extra-atmosphérique, fond des mers, climat, etc. Sont également sans doute concernés les ONG et très certainement les individus en tant que tels et les générations futures, d'où parfois l'emploi de l'expression voisine d'humanité. D'humanité tout entière, c'est encore mieux. Pas très bien la différence qu'on fait entre l'humanité et l'humanité tout entière, mais enfin, on souligne l'humanité un peu davantage. Et on retrouve ces dispositions dans la Convention sur le droit de la mer. Mais pour autant, nous savons que cette communauté internationale n'a pas d'existence juridique. Elle n'est pas un sujet de droit. Et elle ne peut donc agir par elle-même, mais seulement à travers les États, et éventuellement les organisations internationales. Or, seule une communauté internationale ayant la personnalité juridique pourrait être à l'origine d'une introduction d'un principe de solidarité en tant que tel dans l'ordre international qui s'en trouverait totalement bouleversé, puisqu'il reposerait sur un pilier qui est tout naturel dans l'ordre interne, dans l'ordre interne étatique, je veux dire, ou autre d'ailleurs, où une volonté commune est exprimée par des institutions représentatives qui mettent à ce moment-là couramment en œuvre la solidarité. Les conditions actuelles de la société internationale ne correspondent pas du tout à ce schéma. Et ce schéma n'est pas envisageable et, à mon avis, il n'est même pas réellement souhaitable en ce qu'il viendrait contredire le principe de souveraineté que nul ne souhaite abandonner, sauf au mieux à l'aménager. Cependant, le principe de souveraineté n'exclut évidemment pas la solidarité, mais peut se confronter à elle dans certaines circonstances dans lesquelles la solidarité va tenter de faire plier la souveraineté, même si la souveraineté a la vie dure. L'un des exemples les plus emblématiques est celui de la responsabilité de protéger, endossée au sommet mondial de 2005, pour protéger les populations contre les crimes les plus graves, génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique, crimes contre l'humanité, commis par leur propre État ou que celui-ci ne parvient pas à empêcher. Je note que les catastrophes naturelles sont exclues de ce dispositif. Malheureusement, la guerre en Syrie et le soutien apporté par la Russie au régime syrien après l'utilisation de l'arme chimique en 2013 ont marqué l'échec de la responsabilité de protéger et la mise à l'écart de ce beau concept, à propos duquel, quelques années plus tôt, la professeure Boisson de Chazourne, que j'ai le plaisir de saluer, avait très clairement et de manière très convaincante montré la correspondance entre les notions de solidarité et de souveraineté. J'ai traduit le match par correspondance. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait cela, mais il y a quand même l'idée dans le match. Donc moi, j'ai traduit ça par correspondance. On pourra toujours en discuter. La souveraineté, cependant, n'a donc pas plié. Certes, si un État ne protège pas ou maltraite sa propre population,
il est difficile d'imaginer qu'il laisse d'autres États à sa place, au nom de la communauté internationale, agir et accepte un principe de solidarité. Alors, plusieurs exemples que j'ai donnés traduisent un effort pour introduire dans le droit international un enrichissement par des valeurs communes et des intérêts dans lesquels tous se retrouvent indistinctement ou également et qui font l'objet de protection. Elles donnent une image, peut-être une tendance d'un droit international qui serait meilleur, plus moral, plus humain, offrant la perspective des jours heureux. Ce n'est pas un avantage négligeable et il justifie certainement que la solidarité irrigue le plus possible le droit international. Il est bien évident que les bons sentiments, qu'il n'est pas interdit d'exprimer, ne suffisent pas à transformer les règles qui régissent le monde. En revanche, dans la perspective d'une reconstruction nécessaire de principes, de règles ou d'institutions, dont j'ai essayé de vous montrer les obsolescences, il faut adopter une position réaliste et donc se situer dans une démarche de conciliation et de non-confrontation qui consiste très largement en un jeu d'équilibre entre la souveraineté et les solidarités. J'en prends un exemple qui me semble emblématique, celui des catastrophes naturelles, dont il ne faut malheureusement pas exclure que le changement climatique conduise à leur multiplication dans le futur. Je n'ai pas besoin de m'étendre naturellement sur l'émotion qu'elles suscitent, au-delà de ceux qui en sont les victimes. Et c'est bien sur la base de la solidarité que les secours sont déployés par un État, soit sur demande, soit à la suite d'une offre spontanée au profit des victimes qui se trouvent dans l'État frappé, avec lequel d'ailleurs les relations peuvent ne pas être bonnes. En 2003, lors du séisme de Bam en Iran, le président George W. Bush a exprimé sa compassion et sa solidarité au profit des victimes. Et les États-Unis, qui n'étaient plus présents en Iran depuis 1980, ont acheminé plusieurs tonnes d'aide d'urgence ainsi que quelques dizaines de médecins, de secouristes, et les sanctions ont été partiellement levées pendant 3 mois. L'Iran a donc bénéficié d'une aide humanitaire déployée sur la base d'un motif affirmé de solidarité de la part des États-Unis. Alors, il ne faut pas faire preuve de naïveté et être conscient qu'il y a toujours derrière une arrière-pensée politique plus ou moins marquée dans une affaire de ce genre, et les Américains ne sont pas de doux agneaux. Mais enfin, le principe de solidarité a été mis en avant. En revanche, l'Iran a décliné à ce moment-là l'offre d'Israël pour des motifs que l'on devine. Il en est allé de même, tout récemment, du Maroc envers la France après le récent tremblement de terre qui a affecté la région de Marrakech. En effet, pour plusieurs raisons qu'il n'est pas utile d'exposer ici, les relations entre le Maroc et la France traduisent actuellement une passe difficile. Il y a probablement aussi l'effet d'une posture due au passé de la France lors du protectorat colonial levé en 1956, donc il y a tout de même 65 ans. On voit donc que même dans des situations relevant typiquement de la solidarité humaine, ou pour reprendre la formule célèbre de la Cour dans l'affaire du détroit de Corfou de 1949, je cite, « des considérations élémentaires d'humanité plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre », fin de citation. Même dans ces circonstances, le principe de souveraineté territoriale peut jouer et la solidarité n'est donc pas pure et sans tâche. Cependant, la Commission du droit international a adopté en 2016 un projet sur la protection des personnes en cas de catastrophe dont le préambule reflète, à mon avis, et certains articles, la manière très heureuse d'établir un équilibre subtil en ces termes. 1, ça c'est dans le préambule. Sachant que la solidarité est une valeur fondamentale dans les relations internationales et qu'il importe de renforcer la coopération internationale pour toutes les phases des catastrophes. 2. Soulignant le principe cette fois-ci, le principe de la souveraineté des États et réaffirmant en conséquence que l'État touché par une catastrophe
a le rôle principal en ce qui concerne la fourniture des secours, etc. Et l'article 13, intitulé « Consentement de l'État touché à l'assistance extérieure » dispose au paragraphe 1 « La fourniture de l'assistance extérieure requiert le consentement de l'État touché » et au paragraphe 2 « Le consentement à l'assistance extérieure ne saurait être refusé arbitrairement ». Voilà, de mon point de vue, une manière habile et effective d'introduire de la solidarité dans l'action internationale d'une manière juste et équilibrée. Et je me demande si la clé ne serait pas en effet précisément dans ce compromis entre la solidarité et la souveraineté, et si au lieu de considérer le rapport entre ces deux nations comme ceux de l'eau et du feu, on ne devrait pas rechercher la combinaison entre elles. La vie d'aujourd'hui se déroule dans un monde d'interdépendance, d'interconnexion, d'influence mutuelle, y compris culturelle, où l'information et malheureusement d'ailleurs aussi les fake news circulent à la vitesse de l'Internet lui-même, où le vol du papillon dans la baie de Rio, au fait, il reste des papillons dans la baie de Rio, mais enfin, s'il y a un papillon dans la baie de Rio, eh bien son vol semble s'appliquer à toute activité humaine, où que ce soit. Dans un tel monde, la souveraineté forteresse des origines n'a plus lieu d'être. Peut-on voir poindre une souveraineté assouplie par un principe de solidarité lui-même perfectible? La guerre d'agression qui a frappé l'Ukraine illustre fort bien à la fois l'existence et les limites de la solidarité. Existence marquée dans un premier temps par l'accord massif qui s'est réalisé pour condamner la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies, comme je l'ai dit, et au Conseil de sécurité, où seul le veto russe a empêché le Conseil d'adopter la résolution, mais sinon tous les autres membres en étaient d'accord. Hein. C'est un veto. Marqué aussi au sein de l'Union européenne, qui a su resserrer les rangs à cette occasion, en surmontant ses divisions et en présentant un front uni dans ses premières décisions en matière de sanctions. Solidarité encore à l'OTAN, exprimée à travers la déclaration extrêmement ferme des chefs d'État et de gouvernement. Solidarité enfin envers l'Ukraine, sous les divers angles que comporte l'assistance humanitaire des États, des ONG, des associations et des individus eux-mêmes. Mais cette assistance comporte des limites. Les sanctions économiques, pour amples qu'elles soient, ont été amoindries et carrément inappliquées dans certains cas par le souci de certains États, pourtant membres de l'Union, de protéger leurs intérêts économiques jugés essentiels, fissurant ainsi l'unité européenne. Quant à la solidarité morale et humanitaire, une fois passé le moment de la sidération, de la compassion et de l'empathie, le temps qui passe et les conflits qui se déroulent ailleurs sont des redoutables menaces à sa persistance. Enfin, et cet aspect sans doute majeur, quoique rarement mis en évidence, il faut se garder de regarder la situation à travers le prisme occidental. La force de l'anti-américanisme et celle du défi à l'égard de l'Occident colonial sont réelles, en sorte que derrière la condamnation très générale, mais cependant pas unanime, de l'agression de la Russie, on ne trouve pas un réel soutien à la politique de l'Occident de la part des pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Je pourrais naturellement développer beaucoup cette idée. Il est temps de conclure. De manière générale, la pénétration dans le droit international d'un principe de solidarité est donc un thème sur lequel la réflexion des juristes devrait porter. Pas seulement pour des raisons morales ou humanitaires, ou humanistes plutôt, qui seraient d'ailleurs respectables en elles-mêmes, mais tout simplement parce que la nature des crises que nous traversons exige de ne pas les laisser s'amplifier dans un endroit à partir duquel ils viendraient menacer l'ensemble. D'une certaine manière, la solidarité est un autre visage de l'intérêt général, qui à son tour est un autre visage de la sécurité. C'est pourquoi, si nous ne sommes pas solidaires par morale, nous le sommes par nécessité. À l'occasion de ces temps de crise profonde, politique, économique, sécuritaire, climatique, migratoire, sanitaire, etc., il faut faire preuve d'imagination et proposer des pistes adaptées à un monde d'interdépendance.
en vue de répondre aux légitimes exigences de la souveraineté de l'État et aux non moins légitimes besoins de la solidarité de la société internationale. Des formules de compromis doivent donc être trouvées entre ces deux nécessités en conflit. On voit mal comment parvenir à surmonter les difficultés autrement qu'en repensant la notion et le régime de la souveraineté pour assurer la plus grande compatibilité possible avec la solidarité. Au fil des époques, la souveraineté a connu des évolutions. Depuis 1648, le temps a passé. Peut-être le temps est-il venu de penser à une solidarité qu'on pourrait appeler, par exemple, la solidarité collaborative. Jacques Delors, un grand Européen récemment disparu, distinguait la concurrence qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. Je vous invite à méditer cette formule, vous qui demain serez aux commandes. C'est la dernière fois que j'aurai eu le plaisir et l'honneur de m'adresser aux auditeurs de l'Académie. Je suis heureux de l'avoir fait devant le public des cours d'hiver pour lequel j'ai une affection particulière. L'idée des cours d'hiver, en effet, à l'époque où j'étais secrétaire général, est née au cours de mes nuits d'insomnie. Et si on faisait un cours d'hiver? Un petit référendum auprès de ceux qui étaient là. C'était l'année où James Crawford donnait son cours général. Alors, bien sûr, il y avait pas mal d'Australiens, certainement quelques Néo-Zélandais. J'aurais dit, et que diriez-vous d'un cours d'hiver qui se tiendrait pendant que vous êtes en vacances, puisque l'inversion du calendrier de la zone sud, de l'hémisphère sud, est à prendre en considération. Il y a la moitié de la population qui n'est pas concernée par les vacances du Nord. Qu'en penseriez-vous? Et la réponse a été, quelle bonne idée! Vous savez, nous avons l'habitude d'aller passer nos vacances dans de la famille en Angleterre pour Noël. Alors, après les vacances de Noël, on passerait par La Haye, et puis avant de retourner en Australie, on irait faire un petit peu de ski dans les Alpes suisses. Eh bien, ça m'a paru en effet un très bon programme, une très bonne motivation. On a regardé de plus près et ces cours ont finalement été lancés. Mais j'ai donc une affection particulière pour le programme que vous occupez maintenant. Et alors ensuite, c'est le secrétaire général qui a eu le travail, parce que les idées, c'est bien, mais la réalisation, c'est mieux. Et c'est le secrétaire général actuel qui, lui, a mis sur pied ces cours, et c'était évidemment le plus gros du travail. Je suis reconnaissant à mes collègues du curatorium de m'avoir invité à prononcer cette conférence d'ouverture, qui est donc la dernière occasion qui m'est donnée de le faire dans cet amphithéâtre, puisque mon mandat expire dans quelques jours maintenant, à la fin du mois de janvier. J'ai passé près de 20 ans au service de l'Académie. Je vais la quitter la semaine prochaine, donc avec un infini regret, car elle m'a offert mes plus belles années de ma vie de professeur, au contact d'étudiants brillants, venus de tous les horizons du monde, et qui m'ont tous beaucoup apporté. Et donc, pour vous en remercier, je vous souhaite d'être heureux, d'avoir une belle vie professionnelle et personnelle, car le bonheur ne va pas sans l'une et l'autre, solidairement. Je vous remercie.